Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous, bienvenue dans Pause Report, le podcast de Sailors qui analyse, décrypte, décortique l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 4 novembre, il est exactement 11h30 et nous allons continuer aujourd'hui à nous intéresser à la Transat Café L'Or alors que sont attendus jeudi les premiers bateaux à Fort-de-France. Pour nous aider à décrypter ce qui se passe sur l'eau aujourd'hui, 3 invités. Le premier, le team manager de l'équipe Sodebo Voile. Il avait auparavant accompagné au même poste Nicolas Troussel en IMOCA. Il s'agit de Greg Vévrard qui part demain en Martinique et qui est aujourd'hui à Lorient. Salut Greg. Bonjour. Le deuxième est le tenant du titre sur la Transat Café L'Or en classe 40. Il faisait équipe il y a 2 ans avec Ambrogio Beccaria sur Alagrande Pirelli. Il nous a rejoint dans nos locaux à Lorient. Il est également directeur technique de l'équipe Bayou Racing. Il s'agit de Nicolas Andrieux. Salut Nicolas. Salut à tous. Quant au troisième, c'est un habitué de Pause Report. Si j'ai bien compté, il compte 7 participations à la Transat Café L'Or ex-Jacques Vabre, tout en IMOCA, dont 3 podiums. Il a aussi navigué dernièrement en Ocean 50. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Christopher Pratt qui est chez lui du côté de Marseille. Salut Chris. Salut. Messieurs, merci d'avoir accepté mon invitation. Avant de vous donner la parole, je vais faire un rapide point sur les 4 flottes de cette Transat Café L'Or. À l'heure où on se parle, et mardi 11h30, SVR Lazartigue est un solide leader en ultime, un peu plus de 1000 milles de l'arrivée, avec environ 140 000 d'avance sur Sodebo Ultime 3 et 220 sur Actual Ultime 4. En Ocean 50, on a assisté la nuit dernière à un changement de leader puisque Edenred, qui avait pris le pouvoir à l'approche des Canaries et a subi une avarie dont on va reparler, s'est fait déposséder sa première place par Viabilis Océan. Ce dernier devance WeWise d'une quarantaine de milles. En IMOCA, une quarantaine de milles sépare également les 2 premiers dans l'ordre Charal et Massif Santé Prévoyance, tandis qu'en classe 40, les grandes manœuvres semblent avoir débuté au sein d'une flotte qui balance entre route nord et sud et est menée au moment où je vous parle par le vainqueur de la première étape à la Corogne, à savoir SNSM Faites un don. Voilà pour ce rapide débrief, cette rapide photographie de la Transat Café L'Or ce mardi 4 novembre. On va peut-être commencer par ceux qui sont a priori attendus les premiers à Fort-de-France jeudi, donc les ultimes. Greg, tu es donc team manager de Sodebo, 140 000 de retard sur SVR Lazartigue à 1000 milles de l'arrivée. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on croit encore à la victoire? C'est un poncif peut-être, mais tant que la ligne d'arrivée est pas franchie, tout est possible. Oui, donc on y croit forcément. Ouais. Quels sont un peu les retours que vous avez du bateau, quand tu regardes les performances actuelles de Sodebo Ultime 3, quel est un peu ton avis? Bon, moi, je suis très fier déjà de la transat réalisée jusque-là. Je trouve que les gars naviguent bien, mais les autres aussi. Pas de casse, en tout cas, matériel dans la flotte depuis le début, alors qu'il y a quand même eu des conditions éprouvantes, donc c'est assez remarquable. Après, ça va vite, très vite. Ça navigue bien, très bien, et SVR fait pour l'instant une belle démonstration, hein, très très peu d'erreurs, une bonne vitesse, voilà, et nous on s'accroche derrière, à l'affût de toute opportunité. On s'accroche derrière, justement, à l'affût de toute opportunité. Est-ce que, à ce stade de la course, bon, on est maintenant sur un espèce de tout droit, en tout cas avec quelques empannages, le long d'une zone interdite au nord de l'Amérique du Sud, direction, Fort-de-France. Au point de vue météo, il y a assez peu de coups à jouer. Quelles sont les issues possibles? En tout cas, s'il y avait opportunité de revenir, tu parles d'être à l'affût de n'importe quelle opportunité, ça serait lesquelles? Au niveau météo, il n'y a pas vraiment de gros coups à jouer, et les 140 000 se reprendront pas ni en vitesse ni sur un coup météo. Après, il y a les aléas de la course. On l'a vu encore la nuit dernière avec Edenred. On le souhaite à personne, évidemment. Mais voilà, faut franchir cette ligne d'arrivée. Il y a 1000 milles à couvrir. 1000 milles, c'est 2 traversées de la France, c'est pas rien. Ça paraît peu. On a l'impression que la transat est finie, mais c'est pas le cas. Donc voilà, wait and see.
Chris, Nico, quand vous regardez la flotte des Ultimes, qu'est-ce que vous inspire cette Transat Café L'Or? On va commencer avec toi, Chris. Ben, on en parlait hors antenne avec Greg, mais il l'a dit. Et je pense que le premier point, c'est que zéro casse matériel sur les 4 bateaux. Je crois que c'était pas arrivé depuis longtemps dans la classe. Donc, ça veut dire que le travail des équipes paye et qu'on se retrouve avec des bateaux qui volent quasiment, je sais pas, 80% du temps et qui ont un degré de fiabilité qui vraiment devient hyper satisfaisant. Et donc, ça donne aussi cette perspective un peu lointaine d'une possibilité de Jules Verne où on arrive à garder ces bateaux-là en état sur tout un tour du monde. Donc, ça, c'est super excitant. Et puis après, au point de vue sportif, je trouve que le niveau c'est vachement aussi resserré entre les bateaux. C'est un petit peu dommage que Banque Populaire ait pas pu se mêler à la bagarre parce qu'on a vu les 3 premiers vraiment côte à côte et avec pas mal de matchs, avec beaucoup de petits coups, notamment autour des Canaries, ensuite du Cap-Vert. Et aussi, moi, ce qui m'a marqué, c'est un engagement physique. En tout cas, on l'a peut-être un peu moins ressenti chez SVR. Je sais pas si c'est vrai, mais l'engagement physique énorme chez les Sodé Boys et Actual, où tu sens que ils ont tourné les manivelles pour s'extirper du Cap-Vert, ensuite du Poteau Noir. Et voilà, il faut imaginer que manœuvrer ces bateaux-là à deux, quand il faut dérouler, rouler, empanner toutes les heures, c'est un travail de titan, quoi. Nico, toi, ton regard sur cette flotte des Ultimes? Ouais, j'ai trouvé ça très intéressant, donc c'est une flotte que je connais un peu moins bien, mais ce que, disons de vue d'avion, mon impression c'était que, c'est la première fois qu'ils ont pas accès au routage et donc je pense que ça leur demande quand même, pas mal plus de travail dans cette partie-là à bord et peut-être, un peu moins, sur les réglages. Et voilà, je me disais que peut-être ça donnait un peu la part belle à une plateforme comme, SVR qui est réputée très polyvalente, peut-être un peu plus facile à faire avancer, voilà, ce temps en moins aux manettes, peut-être que ça fait aussi des petits décalages sur les potentiels de vitesse, avec et sans routage. Greg, tu confirmes, grosse débauche d'énergie à bord de Sodebo Ultime 3? Ah ouais, clairement, les gars, ils font une navigation hyper engagée et ça hésite pas à manœuvrer. En plus, ils ont tenté par moments des passages pas forcément les plus faciles. Ils se sont pas épargnés beaucoup d'empannage, que ce soit au passage des Canaries, au passage du Cap-Vert, et pareil dans Potono. Je sais qu'ils sont dessus, ils sont dessus à fond. Ce qui est étonnant, c'est que en termes de perf, ils mènent le bateau bien vite tout le temps. Et clairement, je suis d'accord avec Nicolas. Hein, SVR est sans doute une plateforme à la base plus performante, plus récente, et on sait que c'est un super bateau. Nous, on s'accroche pour essayer de progresser plus vite que pour limiter la différence de performance. C'est un boulot de permanent, mais oui, on sent une aisance clairement, et qui peut leur donner par moment l'opportunité de naviguer peut-être de manière un peu plus conservatrice. Je vais pas dire tranquille parce que c'est pas du tout tranquille sur ces bateaux-là, mais on sent une certaine aisance, ouais. Ouais, on sent dans les trajectoires des SVR que parfois ils prennent un peu moins de risques, alors que peut-être que Sodebo, on l'a vu lors de la traversée des Canaries ou même du Cap-Vert, a choisi des trajectoires peut-être un peu plus osées, plus engagées. Greg, on a l'impression quand même que si on regarde les performances de Sodebo Ultime 3 par rapport aux années précédentes, on a l'impression qu'il y a eu quand même un gap de franchi cette année, que vous rivalisez davantage en performance à toutes les allures. Ouais, c'est clair. Je crois que le bateau progresse. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot fait hein, par toute l'équipe ici à Lorient, que ce soit le bureau d'études, l'équipe technique, pour mettre en œuvre toutes les petites choses qui font progresser. Faut pas négliger non plus l'apport de Benjamin aussi, qui apporte son engagement, sa connaissance, pousse Thomas aussi. Donc ouais, voilà, on progresse. Et, ouais. Chris, tu serais dans la position de Sodebo Ultime 3 à
à 1000 milles de l'arrivée avec quand même, le souffle d'Actual Ultime 4, dans le dos, tu regarderais plutôt devant ou derrière? Bah, c'est à peu près équidistant, devant, derrière, donc je regarderai les 2, mais ça peut paraître un bord tout droit vers la Martinique, mais en fait, i i pour l'avoir fait en 2019, c'est ça, je crois? Non, ouais, heu, En 21 plutôt? Non? 21, ouais. En Ouais. 2021 avec Jérémy, ce bord-là, là, en fait, tu vraiment dans l'axe du poteau noir, et donc c'est pas un poteau noir, mais c'est, tout le temps des nuages hyper instables, du vent qui est pas consistant, des bascules, des choses hyper dures à modéliser, à prévoir, et ça se voit pas trop sur les fichiers, mais en fait, la navigation là-dedans, elle est assez éreintante, et il peut y avoir vraiment des sales coups, sous un nuage, donc je resterai surtout vigilant, sans parler de regarder devant ou derrière, ou du classement, mais vigilant là-dessus, parce que ça peut paraître un peu, comme disait Greg, on est bientôt arrivé, et en plus, c'est quasiment tout droit, en tribord à mur, peut-être avec quelques recalages. Mais en fait, toute cette partie-là, elle est vraiment dans l'axe du poteau noir, et c'est ces nuages qui continuent d'être vraiment, ouais, vraiment pas facile à gérer. Est-ce que toi aussi tu as l'impression que Sodebo Ultime 3 a franchi un gap en termes de performance, cette année? Bah, carrément, après je suis pas assez expert de ces bateaux-là pour vraiment donner des détails, mais j'étais avec Charles Caudrelier au départ pour les commentaires, et c'est vrai que je pense que la perf de Sodebo, impressionne tout le monde sur cette transat. On savait qu'ils avaient progressé, mais là ils sont vraiment, dans le match, devant, et c'est un gros, ouais, c'est un gros step forward, et je pense qu'effectivement je connais pas Thomas, donc j'ai jamais navigué avec Thomas, mais j'ai pas mal, bossé avec Binge, et c'est vrai que, je suis certain qu'il a sa part là-dedans, à la fois sur l'engagement physique, hein, parce que c'est un sacré au niveau physique, et à la fois sur, ce qu'il a pu amener, c'est un vrai, mathématicien, théoricien, et donc je pense qu'il a amené pas mal de peut-être de choses, dans ces aspects-là, et donc en tout cas, ouais, super cool et super content pour eux. Nico, est-ce qu'il peut y avoir des pièges, météo jusqu'à l'arrivée? Est-ce que l'arrivée sur la Martinique est piégeuse? Toi qui l'as vécu l'année dernière, il y a 2 ans en remportant cette, transat en CAS 40? Hem, je connais pas assez ces bateaux, mais j'ai l'impression que pour ces bateaux, l'échelle de l'arrivée sur la Martinique, ça reste, vraiment Ouais. quelques heures, voire, quelques minutes. Donc, je dirais pas ça, mais par contre, en effet, ben, toute cette partie vraiment au portant, la gestion des grains, enfin, on sait qu'un peu plus de vent ou un peu moins de vent sur ces bateaux, ça fait vite de la distance. Hem Et donc voilà, c'est plutôt toute cette partie au portant VMG, jusqu'à l'approche de l'Arc Antillais, où je pense qu'on peut voir les bateaux s'exprimer un peu différemment. Après vraiment sur l'approche finale, Oui. je vois pas de scénario, rocambolesque se faire. Greg, pour finir sur les ultimes, selon toi, le petit écart qui s'est transformé finalement en une centaine de milles, 150 aujourd'hui, entre Esvert, Lazartigue et Sodebo Ultime 3, il s'est fait où? Oh bah depuis le début, on est un petit peu en chasse-patate derrière avec un élastique qui se tend, qui se détend et qui a permis d'ailleurs à SVR d'aborder le poteau noir de manière assez conservatrice, hein. Ils ont investi leur avance dans l'ouest pour un passage plus facile. Je pense qu'ils ont eu une petite frayeur au début avec un gros coup de frein, mais c'est pas un gros écart. Si on regarde en temps avec les Mmh. moyennes des bateaux, l'écart il reste à peu près constant depuis la négociation de la dépression au large du Portugal. Donc il y a très peu de changements depuis ce moment-là, et il y a juste des distances qui s'agrandissent et qui se rapetissent en fonction de la vitesse moyenne des bateaux. Donc voilà. Il s'est fait, je pense, à ce moment-là, et même dès le pré au début, dans les conditions super difficiles, juste après le départ, la première nuit. Bon, quel est l'ETA Fort-de-France pour les ultimes et pour, Sodebo Ultime 3 que tu vas rejoindre demain? Oh, ça risque d'être jeudi matin très tôt pour SVR si tout va bien pour eux, et puis pour nous quelques heures plus tard, sans doute fin de matinée heure locale.
Très bien, passons maintenant aux Ocean 50, comme je le disais en introduction, avec un coup de théâtre la nuit dernière puisque Edenred a été victime, je cite, de la casse de la queue de Malais, qui l'empêche d'utiliser son Grand Jenaker. Je cite encore Emmanuel Leroc qui a expliqué, cette avarie, dans un message vocal envoyé à son équipe ce matin. En cassant sous pression, elle est venue exploser la barre de liaison des safrans. On a libéré, coupé et fait un manchon avec la canne à algues qui est aussi en carbone et qu'on a collé et vissé. On est reparti avec le J05 en tribord à mur. On est bien dégoûté, mais c'est comme ça. Chris, est-ce que tu peux nous traduire ce qu'explique Manu Leroc, qui, on rappelle, a fait équipe avec Basile Bourgnon, donc Edenred, qui était en tête depuis l'approche des Canaries sur cette Transat Café L'Or en Ocean 50 et qui a dû, du coup, céder les commandes. Qu'est-ce qui s'est passé, Chris, sur Edenred? Bon, il l'a bien expliqué, mais donc la queue de Malais, effectivement, c'est une extension qui est posée qui est stratée sur le bras et qui permet d'avoir le point d'écoute du grand Ginaker le plus en arrière possible et donc d'avoir une plus grande surface de toile sur ces grands Ginakers. Et donc ça a cassé et surtout ça a cassé la barre de liaison qui relie le safran central avec le safran bâbord. Et donc là, ça rend le bateau incontrôlable. Donc je pense qu'ils ont dû empanner juste après que ça ait cassé. Et ensuite, ils ont procédé à cette réparation, mais en tout cas, ils peuvent plus utiliser leur grand Ginaker en tribord à mur. Ils peuvent encore l'utiliser en bâbord à mur, mais pas en tribord à mur. Alors, ce qui va un petit peu les aider, c'est que au fur et à mesure qu'ils vont se rapprocher de la Martinique, l'alizé va plutôt être de plus en plus consistant. Et d'ailleurs, on voit que là, depuis qu'ils sont en tribord à mur ce matin, ils ont des moyennes qui sont finalement relativement proches de leurs concurrents. Donc je les vois pas dégringoler complètement à l'arrière de ce groupe, mais là où ils avaient plutôt une petite facilité et une petite tendance à être 0,2, 0,3, 0,5 nœuds que les autres bateaux, je pense que ça risque d'être l'inverse. Et donc ça va les replacer dans un match avec finalement les quatre autres bateaux de tête, enfin les trois autres bateaux de tête, et c'est chouette pour le suspense parce que je pense que ça peut jouer pour le podium. Entre ces 4 bateaux, entre ces 5 bateaux, jusqu'au bout. On rappelle que c'est le dernier bateau mis à l'eau, hein, en juillet dernier. Est-ce qu'on peut parler sans doute de problèmes de petits soucis de jeunesse pour ce bateau? Et comme tu le disais, ils peuvent encore, est-ce que selon toi, ils peuvent encore jouer la gagne ou déjà un podium, ce serait beau? Je serais tenté de dire qu'ils peuvent toujours jouer la gagne, selon, si l'Alizé continue de se renforcer. Je ne sais pas non plus exactement comment est configuré, leur système de drisse et d'amure. Donc est-ce qu'ils peuvent facilement passer d'un Ginaker à l'autre? Ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'ils sont en tribord, ils peuvent mettre le grand en bâbord, ils peuvent mettre le grand Ginaker et en tribord repasser facilement sur le petit. Donc ça va dépendre un peu de tout ça, mais voilà, je les vois pas dégringoler. Après, Viabilis fait quand même une démonstration assez impressionnante depuis leur redépart de Brest, hein. Ils sont vraiment rapides tout le temps. Ils font des trajectoires tendues, jolies. Donc, ouais, c'est dur de dire que c'est pas les favoris maintenant qu'Edenred est repassé 40 000 derrière, quoi. Ouais, on rappelle que Viabilis Océan, donc Baptiste Hulin et Thomas Rouxel se sont arrêtés à l'Abervrac exactement en début de course à cause d'une grand voile déchirée. Ils ont compté jusqu'à 200 000 de retard à un moment de la course. Et on peut parler de petites remontadas. Est-ce que Nicolas, je ne sais pas si tu le connais, Thomas Rouxel et Baptiste Hulin, est-ce que tu es surpris, toi, de les voir aux avant-postes? Non, 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 pas du tout, Thomas, c'est vraiment quelqu'un qui a une expérience, dingue en multicoque et depuis des années. Donc, Baptiste, je le connais moins, mais c'est sûr que sur ces petits bateaux où l'équipage et l'implication de l'équipage, fait beaucoup, on a pu le voir en début de course, c'est quand même des bateaux un peu plus instables et où un peu cette science de trouver le bon équilibre, peut faire beaucoup de différences de performance. Ben, je pense que ça, ils arrivent vraiment bien à l'exploiter et depuis le début, on voit que c'est vraiment une remontée constante et rapide puisqu'ils avaient quand même un peu d'écart en repartant de Bretagne Nord, donc non, chapeau à eux. Greg, ton regard sur les performances de Viabilis et sur la flotte en général. On rappelle que Sodebo aura bientôt, l'année prochaine, un Ocean 50 puisque vous avez racheté celui de la personne au milieu de vous deux, Christopher,
pour vous engager avec Léonard Legrand en 2026 en Ocean 50, en plus du programme Ultime. Quel est un peu ton regard sur cette course en Ultime? En Ocean 50, pardon. En Ocean 50, ouais, il y a eu une première nuit un peu effrayante. Ouais. Mais depuis, c'est quand même une sacrée bagarre. C'est clair, ça se bat bien. Il y avait Edenred qui semblait dominant jusqu'à cette nuit. Et puis Viabilis, pas vraiment une surprise, hein, comme le disait Nico. À Tom Brooks, c'est grosse expérience, quels que soient les bateaux sur lesquels il est, en particulier au portant, ça va très vite. Moi, j'ai connu il y a une vingtaine d'années sur le Tour de France. Je me souviens qu'à chaque fois qu'il prenait la barre au portant, ça allait super vite. Et puis il a continué comme ça, quels que soient les bateaux sur lesquels il a navigué. Et puis Baptiste, que je connais pas très bien, mais dont j'ai un peu entendu parler, je crois que c'est un jeune gars qui fait son chemin, qui progresse, qui se pose pas trop de questions, qui fait bien les choses, et ça fait manifestement un bon duo, quoi. Donc ouais, ça performe, ça va vite et ça saisit les opportunités qui se présentent. Donc pour l'instant, bravo à eux, hein. On rappelle Thomas Rouxel qui était ancien skipper, co-skipper de Thomas Coville sur Sodebo Ultime 3. Chris, sur cette classe Ocean 50, on se rend compte que les bateaux plus anciens tiennent largement la dragée haute aux bateaux plus récents, hein. Sur les 5 bateaux de tête, Viabilis Océan, je crois qu'il date de 2000. Je me trompe un peu. Mais non, WeWise, je crois, date de 2017. Viabilis Océan de 2020, je crois. Ça veut dire qu'on peut arriver à continuer à naviguer, en tout cas pour ce qui est des courses au large, des transats comme ça, au même niveau que les bateaux plus récents? Oui, non, oui, Viabilis, c'est avant, WeWise, hein, donc Ah oui. ça doit même être 2015 ou quelque chose comme ça. J'ai pas la date exacte, mais oui, oui, bah, c'était ma conviction quand on a fait l'acquisition de l'Ocean 50, qu'on a baptisé Wind of Trust et qui est maintenant, dans les mains expertes du team Sodebo. Et voilà, on en parlait en antenne juste avant avec Greg, et la performance de Viabilis confirme qu'effectivement on peut, sur des transats en double et encore plus en solitaire, performer avec des bateaux d'ancienne génération. Il y a un truc qui est assez intéressant aussi, hein, c'est que on a vu des vidéos. Enfin, moi, j'ai vu pas mal de vidéos de Viabilis où tu vois qu'ils sont sous pilote, et qui sont vraiment à la cool. Alors, Tom, il a toujours un peu l'air à la cool. Sous son air à la cool, il est hyper, effectivement, comme dit Greg, c'est un barreur hors pair, mais on sent que le bateau est facile. Et en fait, il nous l'avait déjà montré l'année dernière, quand on a fait la cour Route des Terre-Neuvas. Ils ont terminé deuxième, si je me trompe pas, sprint au portant de 6 jours dans de la mer avec du vent fort. Et en fait, je pense que c'est les bateaux de cette génération-là, que ce soit l'ancien mien, donc le Sodebo 50 et Viabilis, c'est des bateaux qui ont un peu de volume sur les étraves, qui ont les voiles un peu plus avancées. Et donc ça donne beaucoup de facilité et on va dire, de sécurité, notamment au portant dès qu'il y a un peu de mer. Et ça fait que bah, ils engagent un peu plus, et au final, ça fait des moyennes hyper élevées. Ça s'est vu sur la route des Terre-Neuvas, et là, ça se confirme là. Et je pense que les nouveaux bateaux ont effectivement un petit plus au reaching et au près, notamment dans les conditions de vent médium. Mais par contre, sur des profils transat comme ça, bah, on peut faire des choses très très bien avec des bateaux un peu plus anciens. Les 2 bateaux, j'ai eu le temps de vérifier au passage, sont de 2017, tous les 2 des plans VPLP. Greg, est-ce que vient de dire, Chris, est-ce que c'est des enseignements que vous allez tirer pour éventuellement le chantier qui vient de démarrer, du futur, Sodebo, je sais pas comment vous l'appellerez, Sodebo Ocean 50, en vue de la saison prochaine, qui sera marquée avec un grand objectif qui sera bien évidemment la Route du Rhum? Oui, bien sûr, c'est le pari qu'on a fait. Cette transat semble en confirmer le bien fondé. Après, il faut bien travailler et puis il faut s'appuyer sur les points forts de ces plateformes-là. Peut-être le potentiel absolu est un peu moins élevé que les bateaux très récents. Et tout l'exercice consiste à faire en sorte que ça soit plus facile d'en exploiter une plus grande part. Donc voilà, ouais, complètement. Cette transat nous rend optimistes, à condition de bien travailler. Un dernier mot sur les Ocean 50, Chris, après on va donner la parole à Nico, qui va parler des IMOCA. Si aujourd'hui, quand tu regardes la position de la flotte, si tu devais miser sur un bateau, ce serait sur, lequel? Oh, bah, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Je pense que là, Viabilis est dans une position un petit peu idéale. Ils ont cette confiance en termes de speed.
Et puis, voilà. Après, pour les IMOCA comme pour les Ocean 50, enfin, pour les Ocean 50 comme pour les IMOCA, on va rentrer dans une phase où il y a des empannages à placer, pour aller jusqu'en Martinique. Il va y avoir des grains, et des fois, on peut perdre, facilement, une petite heure sous un grain. Une petite heure sur ces bateaux-là, c'est 25 000. Donc voilà, c'est vraiment, je mets une pièce sur Viabilis, mais voilà, avec toutes les réserves qu'on peut faire, à la fois sur ne pas casser jusqu'au bout, gérer les grains et puis gérer les petites bascules, et placer des empannages au bon moment. Juste un petit mot pour finir, sur les filles d'Upwind by Merconcept, hein, qui sont pas si loin que ça, hein. Elles sont à 200 000, Anne-Claire Lebert et l'Audition Métro. Tu as peut-être navigué contre elles, en Ocean 50, Chris. Quel est ton regard sur leur perf? Ah ouais, je naviguais surtout, contre Anne-Claire quand on était tout gamin en 420 sur des Ah championnats oui, du monde c'est ou des vrai. championnats d'Europe. Non, mais je suis super content de les voir là et voilà, l'engagement qu'il faut mettre sur ces bateaux-là, notamment dans cette première nuit, bah, c'est ouf et elles tiennent carrément la marée. Elles ont vraiment, pris des précautions la première nuit et je pense que du coup, ça les a un petit peu fait décrocher du paquet de tête, mais sinon, elle pourrait complètement être très proche du paquet de tête, sur tout ce qu'elles ont montré ensuite, à la fois en termes de vitesse et de trajectoire. Nicolas, je crois que tu as toi navigué contre Anne-Claire en classe 40 il y a 2 ans, puisqu'elle était engagée avec Amélie Grassi, sur la boulangère bio sur la Transat Jacques Vabre à l'époque. Quel est toi ton regard sur sa perf? Moi, je trouve qu'elles font un excellent travail. En effet, Anne-Claire, on avait couru l'un contre l'autre il y a 2 ans son avant d'être skipper, elle était directrice technique de l'IMOCA Initiative Cœur, donc on se côtoie depuis de nombreuses années et enfin, c'est vraiment une marin hors pair, que j'estime beaucoup et donc là, bah, moi, je connais un peu moins la classe Ocean 50, donc je connais moins le potentiel de leur bateau, mais j'ai toute confiance en elle sur le fait qu'elle exploite, à fond. Eh ben, on va passer à la classe qui te concerne, le plus, Nicolas, les IMOCA. Là encore du suspense, hein. On rappelle que Massif Santé Prévoyance avait été le premier leader en sortie de Manche. Charal avait pris le relais avant un regroupement général au nord des Canaries dans une bulle anticyclonique, dont est sorti le premier Eleven Hour Racing, finalement repris par Charal, qui depuis mène avec 35 000 d'avance au dernier classement sur Massif Santé Prévoyance, une grosse cinquantaine sur Eleven Hour Racing. Nico, j'imagine qu'au sein du Charal Sailing Team ou de Bayou Racing, on est plutôt content du déroulé de cette Transat Café L'Or. Quelle est l'ambiance dans les bureaux à Lorient? Bon, évidemment, hein, nous, on suit ça de manière, passive, disons, hein, mais c'est toujours, plus agréable de voir son bateau, aux avant-postes, qu'autre chose. Après, moi, ce qui m'impressionne, sur cette transat, c'est les moyennes qu'ils arrivent, tous à réaliser là dans des conditions de vent, très modérées, hein. Là, ils viennent de faire plus de 600 000 en 24 heures, les quatre premiers bateaux. C'était des performances qui étaient, réservées à des descentes de l'Atlantique Sud ou des vents beaucoup plus forts, il y a encore, quelques années et là, maintenant, ils arrivent à faire ça, dans moins de 20 nœuds au VMG, ça c'est pour l'ingénieur que je suis, c'est extrêmement satisfaisant de suivre ça, et de voir cette flotte de bateaux, de génération 2024, qui accède à ces performances-là. On parlait tout à l'heure, pour Sodebo Ultime 3 de gap de performance par rapport à l'année précédente. On a l'impression, également que chez Charal, notamment au portant, il y a un petit truc en plus, et il est où ce petit truc, Nico? Je sais pas si c'est un petit truc, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est vrai pour un peu tous ces bateaux-là, ils ont été mis à l'eau entre, mi-2022 et mi-2023 et en fait, à ce moment-là, le Vendée Globe, c'est demain et donc il y a plein de choix qu'on fait, qui sont faits pour que le bateau soit fiable sur le Vendée Globe et donc par exemple, la Transat Jacques Vabre 2023, il y avait déjà des choses à bord où il fallait qu'on ait des éléments qui fassent des milles pour être fiabilisés pour le Vendée Globe et puis,
Donc c'est sûr que les transats, pré-Vendée, on n'a pas tout à fait les mêmes objectifs, alors que là, le Vendée Globe est passé, disons la case, je touche du bois, mais la case fiabilité, elle est quand même, un peu cochée. Donc, tout ce qu'on a pu faire cette année en développement de bateaux, c'était vraiment, orienté pour cette fin de saison. Et donc, voilà, les statistiques de vent, elles sont, surtout sur ce parcours qui est un peu, ce parcours imposé avec un passage dans les Canaries. Donc, on est à peu près sûr qu'il y a une, forte composante de portant dans des vents médiums. Donc, voilà, on a avec des statistiques de vent aussi resserrées, on a essayé de vraiment tout travailler pour ces conditions. Et donc, voilà, je saurais pas identifier une chose, mais c'est une somme de petites choses qui fait qu'à la fin, ça fait des petites différences. Mais tu es d'accord pour dire que vous êtes un peu plus performant, notamment au portant? Que les années précédentes, oui. Ouais, 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 ouais. et je pense que mais je veux dire les autres aussi, hein, on voyait personne faire 600 000 en 24 heures au VMG, hein. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est intéressant, avec les IMOCA, c'est qu'on est un peu à la limite entre 2 mondes, quoi. On vole pas du tout comme des ultimes ou comme, des bateaux de la coupe, mais quand même, on n'en est pas si loin. Et donc, les petits pouillèmes de déplacement de coque qu'on arrive à retirer, ou les petits modes qu'on arrive à trouver, ça fait c'est une zone du fonctionnement des bateaux où il y a très vite des gros gradients de performance. Et donc, je pense que c'est ce qu'on voit cette année, quoi. Les efforts qu'ont fait toutes les équipes pour préparer leurs bateaux pour cette course typiquement, et ben, ils se voient dans ces conditions de médium, qui sont pas très discriminatives, du fait qu'il y ait pas beaucoup de mer. Je pense que c'est pour ça qu'on voit aussi des performances qui sont finalement assez égales entre les bateaux de génération 2024, et ou qui seraient plus discriminantes s'il y avait plus de mer ou plus de vent. Bien sûr. Christopher, je te voyais sourire quand je parlais de performance à la hausse. Ou Bah, non, Charal. mais bah, mais merci pour le cours magistral, Nico. Je voulais ajouter quand même un truc. Pour moi, le fait marquant de cette semaine en IMOCA, c'est que dans la nuit alors je sais plus quelle nuit c'était, mais je crois de dimanche à lundi, le long des côtes africaines, Charal a mis, je crois, quasiment 80 000 ou 70 000 à tous ses concurrents. Et c'était vraiment impressionnant. Et donc, pour expliquer un petit peu à tout le monde le truc, et peut-être que Nico pourra encore mieux l'expliquer que moi, sûrement. Mais comme il disait, il y a ce moment où les bateaux commencent à voler. Et effectivement, quand la mer est plate, on peut arriver à voler complètement. Il se trouve que Charal, ils ont développé un système avec des safrans qui permettent d'avoir un petit peu comme un plan porteur à l'arrière. Et donc ça, Nicolas ne le dit pas, mais c'est à mettre à son crédit, puisque c'était vraiment son idée à la base. Et moi, quand j'étais encore chez Charal, on avait travaillé dessus avec un birdie fish, donc un petit bateau volant, pour tester Ouais. ça. Donc ça date d'il y a 4-5 ans. Et puis bah, là, ça y est, c'est vraiment cette idée-là qui fonctionne. Et sur cette nuit-là, c'est assez incroyable parce que tous les autres étaient encore sur des modes semi-volants archimédiens, et donc sur des moyennes de 18, 22, etc. Et puis on voyait Charal qui a fait la nuit complète entre 25 et 27 nœuds. Et donc bah là, tout de suite, ça fait des distances qui sont énormes, parce que pendant 10 heures, tu vas 5 nœuds plus vite. Bah, je te laisse faire les calculs, ça fait 50 000 à la fin, quoi. Donc voilà, ça a été vraiment le point, je trouve, marquant de ce début de semaine. Et puis ensuite, effectivement, bah, les 4 bateaux qui arrivent à aller très vite, pareil, hein, sur des moyennes autour de 25, 26, 27 nœuds. Comme le disait Nico, avec des conditions de mer qui sont encore correctes, mais qui sont en train quand même de se détériorer. Et là, c'est un petit peu plus égal, mais si on regarde bien la trace, surtout selon tribord, ben, on voit que Charal n'est pas allé forcément plus vite. Mais par contre, ils sont passés d'une position où ils étaient plutôt au vent de tous leurs adversaires à une position où ils sont sous le vent de leurs adversaires. Donc ça veut dire que bah, ils sont allés à la même vitesse, mais qu'ils ont gagné un petit peu des degrés sous le vent. Donc oui, grosse progression de Charal à ce niveau-là. Et puis, mais voilà, je ne sais pas quoi dire. Peut-être que Nico peut ajouter quelques détails techniques, mais là, ils sont vraiment en position de force et de contrôle, comme Jérémy adore être, entre l'adversaire et la bouée, donc ça doit lui plaire.
Et puis, si je peux rajouter quelque chose, il y a un truc qui est aussi impressionnant et qu'on voit beaucoup sur les vidéos, c'est que tout le monde s'est mis à barrer beaucoup. On a Oui, plein d'images de Will qui barre, sur Eleven Hour, pareil sur À la Grande. Thomas Ryan, ouais. Pareil, les Massive Boys, on les a entendus dire la même chose. Ils ont tous, a priori, maintenant les mêmes setups de voiles, je crois, qui sont ce qu'on appelle des quads. Donc peut-être ça, on peut expliquer un peu aussi au grand public. Il y a des quads, c'est des voiles qui sont entre un grand J-necker et un code 0, et qui nous permettent de mettre à l'intérieur notre J2, donc le plus grand, la plus grande voile de près qu'on a, et le J3, la plus petite voile de près qu'on a. Donc, c'est ce qui s'appelle une configuration triple LED avec un quad. Et donc, ça fonctionne vraiment. Je crois que maintenant, en tout cas, les 4 premiers bateaux sont sous cette config-là en ce moment depuis les Canaries. Peut-être que Nico, il doit savoir mieux que moi ça. Ouais, bah, pour rebondir sur ce que dit Chris, je pense que ça, c'est un des changements majeurs dans la flotte, hein, le fait que les skippers, barrent plus. C'est quelque chose qui avait été initié il y a 2 ans par Thomas Ruyant et Morgan Lagravière. Hem et au final, ça a pas mal de valeur parce que, ben, c'est ce qu'expliquait Chris, c'est que, historiquement, dans ces conditions de médium, on avait tendance à mettre un grand génaqueur qui est, en gros, presque la surface max qu'on peut mettre avec, la hauteur du mât et la longueur du bateau, est plutôt assez creuse, et ce côté un peu creux, il aidait le pilote à pouvoir, à faire que le bateau redémarre un peu tout seul, un peu tout le temps. Par contre, on était limité, à haute vitesse, et là, la voile, là, le quad dont parle Chris, c'est une voile qui est de plus petite surface et plus fine, donc qui est plus exigeante pour relancer le bateau quand il s'arrête un peu. Donc, sous pilote, c'est une voile qui marche, pas génial. Par contre, quand il y a un barreur à la barre qui, lui, fait des belles relances ou qui fait que le bateau s'arrête moins vite, et bah, là, d'un coup, paf, on peut exploiter le côté, haute vitesse de cette voile, et je pense que c'est ce qu'on voit actuellement. C'est voilà le combo, skipper à la barre qui permet une voile, plus efficiente, bah, ça fait vite des nœuds d'écart, et c'est déjà au final, c'est déjà ce qu'on avait vu il y a 2 ans, sans savoir très bien ce qu'on voyait. Je pense que c'était déjà les prémices de ça. C'est bien, ça remet le pilotage, en haut de la pile. Greg, tu connais bien cette classe IMOCA, hein, comme je disais en introduction, tu as accompagné, Nicolas Troussel sur la campagne 2020 avec Coromley Épargne, donc tu as construit aussi, vous avez construit à l'époque un IMOCA. Quel est un peu ton regard sur les performances, de cette génération, 2024, d'IMOCA, hein, comme le disait Chris, hein, on est sur des moyennes de 25-27 nœuds, 600 000 pour les 4 premiers sur les 24 dernières heures. Quel est ton regard un peu sur ces perfs? Bon, je trouve ça incroyable. C'est vrai que les vitesses sont dingues. Ça va vraiment super vite. Ce qui est marrant aussi, c'est de voir qu'aux 4 premières places, je crois qu'il y a 4 dessins différents. Ce qui est aussi intéressant avec une super bagarre. C'est sûr que là, le combo bateau Charal, Jérém Morgan est impressionnant depuis le début de la Transat. Ça ressemble à un sans faute. Ça fait très plaisir d'ailleurs pour Jérém et Nico au passage. Et c'est une équipe qui bosse depuis longtemps et qui bosse bien. Et quand on regarde tout ça, et c'est vrai qu'il y a des progrès d'une année sur l'autre, mais en même temps, il y a 10 ans, il n'y avait pas de foil sur les IMOCA, où c'était juste l'apparition des tout premiers foils. Donc on est toujours sur une courbe d'apprentissage assez élevé. Je sais pas jusqu'où ça ira, mais c'est un peu pareil en ultime où il y avait pas de bateau vraiment volant en 2015. Les Ocean 50, je pense que ça doit être l'apparition des folles peut-être en 2015. Enfin, ouais, ça va être dans ces eaux-là. On est dans une période incroyable et les IMOCA le reflètent parfaitement. Enfin, c'est sûr que l'évolution des vitesses, je pense qu'on doit être en 10 ans, on a gagné plus de 50% de performance au portant. C'est quand même dingue. Et effectivement, ça fait évoluer tous les aspects du jeu, y compris les plans de voilure, la manière de mener les bateaux. Les pilotes ont aussi beaucoup progressé et permettent des choses qui étaient pas forcément possibles avant. Donc ouais, ça progresse, ça travaille plutôt bien, on dirait. Mais c'est génial à suivre. Chris, tu as navigué, sur ces bateaux, tu as fait, plusieurs, transats. Je regardais les images, tout à l'heure, notamment à bord de Massif, et Loïs qui disait: «C'est stressant mais on va vite», et il disait, «C'est quand même un peu bourrin notre histoire». Comment on vit ces 24 heures comme ça, de 600 000 en 24 heures à haute vitesse?
C'est agréable ou on serre les fesses? Bah, je pense qu'ils ont eu une petite partie agréable là, quand le vent est rentré, juste après les Canaries, le long des côtes marocaines où la mer était très plate et puis, bah, là, c'est terminé, hein. Ils sont dans pas beaucoup de mer, mais quand même 2 mètres, et là, c'est invivable, hein. On voit bien d'ailleurs, ils tiennent, pour tenir debout, ils sont obligés de s'accrocher avec 2 mains, et même assis, c'est pas très simple de tenir assis. Donc pour rebondir sur ce que disait Greg, on vit un moment qui est absolument génial dans notre sport où on apprend à voler. Et ça, c'est incroyable. Et pour, bah, voilà, pour les équipes, pour voilà, on a travaillé beaucoup avec Nicolas. C'est vraiment trop génial de vivre ce moment-là de notre sport. Mais par contre, bah, en IMOCA particulièrement, ça devient absolument débile de vivre et de naviguer sur ces bateaux parce qu'en fait, tu tiens pas debout, tu tiens pas assis, tu tiens à moitié allongé sur ta banette ou sur ton fat boy et ça c'est juste infernal. Donc je pense que voilà, on a tous hâte qu'il y ait des plans porteurs à l'arrière des IMOCA et qu'on se retrouve sur quelque chose qui ressemble plus à ce que vivent aujourd'hui les ultimes, c'est-à-dire des bateaux qui sont quand même beaucoup plus confortables et agréables quand il y a un petit peu de mer, quoi. Nico, tu confirmes? C'est le next step, c'est les plans porteurs sur les safrans pour permettre aux bateaux de réellement voler? Bah, lui, il en a créé un, donc Non, bah, oui, oui, c'est sûr que ça aidera beaucoup. Après, ben, la classe, elle doit toujours faire attention aussi, à conserver les bateaux existants, à pas faire de rupture technologique et de performance. Donc c'est un je pense que, ça viendra, quand, je sais pas. Bon, peut-être pour le Vendée Globe 2032, quoi. Mais, de la même manière que le fait que les gens en bar, influent sur le plan de voilure, ben, le fait qu'on puisse mettre des plans porteurs sur les safrans, ça va influer sur les coques. Ça sûrement, ça nous permettra de faire des coques qui passent mieux la mer, par ailleurs. Enfin, heu, voilà, il y a dans toutes ces choix-là, il y a pas mal d'effets papillons où un changement influe un peu sur tout le reste. Et c'est pour ça on voit des bateaux qui, par exemple, s'adaptent, hein, qui mettent, des grands foils alors qu'ils en avaient pas. Mais tant qu'on fait pas la boucle complète, c'est pour ça que je pense que les bateaux neufs ont toujours l'avantage, c'est que, les bateaux neufs, ils ont l'avantage de pouvoir, faire un peu une symbiose de tous les nouveaux éléments, avec l'état de leur connaissance au moment du dessin. Pour finir sur les IMOCA, on va finir avec toi Greg, si 35 000 d'avance pour Charal, sur son poursuivant immédiat, à 1 400 000 de l'arrivée, c'est quand même pas c'est pas énorme. C'est un peu plus d'1 heure, hein, aux vitesses, où ils vont en ce moment. Est-ce que on peut dire qu'il a un petit avantage ou pour toi, rien n'est joué sur cette fin de course? Il reste quand même 1 500 000, je crois, ça fait à peu près, je sais pas, Nicolas, si tu as des premières ETA pour les IMOCA, mais ça sera ce week-end, ça sera samedi ou dimanche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Greg? Bah, vaut mieux être 35 000 devant que 35 000 derrière, a Ça, priori. c'est sûr, ouais. Par contre, s'endormir et se dire que c'est gagné à 1 400 000 de l'arrivée, avec 35 000 d'avance, je pense que ça serait très dangereux. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que Jérémy et Morgan sont pas dans cet état d'esprit-là. Donc, voilà, non, rien n'est joué. Il y a encore plein de choses à faire. Après, c'est sûr que c'est mieux d'être devant que derrière. Chris, tu as l'impression qu'en termes de vitesse, c'est vraiment, coup-ci coup-ça entre tous les bateaux là, entre les 4 premiers, il y aura pas de différence majeure en vitesse pure? ben, je pense que le fait que l'Alizé va se renforcer et qu'il va y avoir encore un petit peu plus de mer, il me semble être un tout petit peu moins à l'avantage de Charal et un petit peu plus à l'avantage de notamment les carènes comme Eleven Hour ou à la Grande. Mais, mais du coup, je vois bien un resserrement de ce groupe des 4 bateaux. Après, je vais dire exactement la même chose que pour les Ocean 50. Il y a aussi pas mal d'empannage à placer. Ils sont pas Ouais. évidents à placer, les bascules. On a des angles qui sont assez fermés avec ces bateaux-là, donc une bascule à l'envers, ça peut vite faire énormément de milles. Et puis toujours pareil, un nuage, hein. Un nuage, tu restes posé 1 heure, bah 1 heure, c'est 30 000. Donc, sans parler d'un potentiel petit problème technique. Donc, voilà, ça va se jouer entre ces quatre-là, mais je pense que moi, je vois bien plutôt une petite compression du groupe.
Nico, tu avais gagné cette transat il y a 2 ans avec Ambrogio Beccaria en classe 40. Quel est ton regard un peu sur la perf d'Ambrogio sur cette première transat pour lui en IMOCA? Bah, écoute, ils sont au rendez-vous, hein. Ils ont été impressionnants, en manche, à réussir à sortir, second derrière Massif, alors qu'on sait que le prêt, c'est pas forcément la plus grande qualité de leur bateau. Donc je pense qu'ils ont mis énormément d'énergie à rester bien positionnés, et ce jusqu'aux Canaries. Voilà, je connais pas les détails, mais ils ont eu une petite pénalité à faire Ouais. en fin de semaine dernière qui même si c'est, 1/2 heure ou 1 heure, je sais plus, ça fait toujours de l'écart dès que les bateaux réaccélèrent. Mais sinon, ils sont vraiment dans le match. Je pense que, comme disait Chris, ben, là, tant qu'il y avait moins de 20 nœuds et pas beaucoup de mer, tous les bateaux, s'en sortent au portant, et que là, c'est possible qu'avec des alizés un peu plus soutenus, un peu plus de mer, ça fasse un peu plus le tri, quoi. Et donc, on sait que c'est des conditions dans lesquelles ils vont avoir l'avantage. Peut-être, Eleven Hour aussi, qui est réputé très rapide dès que les conditions se corsent. Voilà. Un tout petit dernier mot justement sur Eleven Sao, on en a pas parlé, mais peu de personnes les donnaient sur le podium avant le départ, hein. On rappelle Francesca Klepsic et Will Harris. Est-ce que c'est une surprise pour vous de les voir si bien? Je ne sais pas qui veut répondre, lever le doigt, peut-être Greg. Moi, enfin, une surprise, oui un peu et non. C'est un bon bateau. Après, moi, il y a un truc que je trouve super sympa et particulièrement monocoque. Ça serait bien que ça se produise aussi sur les multicoques, mais c'est le côté internationalisation. Et on voit pas mal d'étrangers venant de filières autres que de nos filières classiques françaises de course au large et qui performent. Il y en a en classe 40. On voit Will Harris et Francisca Kapsich en IMOCA. Et voilà, je trouve que c'est top de voir ça. Bah, très rapidement, non, moi je trouve que c'est pas du tout une surprise. Will, il est vraiment impressionnant et c'est un mec qui est hyper fort sur tous les aspects du jeu, que ce soit techniquement, physiquement, au niveau du réglage du bateau, au niveau du routage. Donc pas du tout une surprise de le retrouver là. Il connaît son bateau, mais sur le bout des doigts, de chez sur le bout des doigts. Et Frankie, bah, elle est quand même vainqueur de The Ocean Race avec Eleven Hour et c'est une navigatrice hors pair et elle commence à connaître très bien le bateau pour avoir fait toute The Ocean Race Europe à bord. Donc non, non, pas du tout, pas du tout une surprise. Et en plus, contrairement à ce qu'on pense, c'est un bateau qui, dans les petits airs, a assez peu de surface mouillée. Donc quand c'est très, 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 très faible, ils sont assez bons et ils ont été assez bons dans la transition de vent faible avant les Canaries. Je pense rapide et aussi positionné du bon côté. Donc non, super, super chouette de les trouver là et je pense que ça va encore se compresser et qu'ils peuvent clairement jouer, je sais pas si c'est de la victoire, mais en tout cas un podium. Très bien, on va terminer par les classes 40. On rappelle que cette course, que la Transat Café L'Or en classe 40 se dispute en 2 étapes, hein, parce qu'ils ont neutralisé la flotte à la Corogne. La première étape avait été remportée par SNSM Faites un don, Corentin Douguet, Axel Tréhin, qui sont ce mardi à la mi-journée encore en tête. Là, on a l'impression qu'ils vont vivre des heures un peu compliquées avec un front qui arrive. On a l'impression que les premiers choix se font, les grands choix se font en ce moment entre route nord et route sud. Est-ce que Nico, toi qui es tenant du titre sur cette Transat Café Laurent en classe 40, est-ce que tu peux nous faire un peu la photo du moment? Et ben, donc, là, déjà, la photo du moment, c'est que quand même, tous les bateaux qui se sont montrés en avant-saison, sont aux avant-postes. Donc là, il y a des choix de trajectoire qui divergent, mais donc ils sont tous, en tête de leur paquet, hein, que ça puisse être, Corentin Douguet, Pep Costa sur VSF, Guillaume Pirouel et Cédric Château, ils sont tous là, donc on va assister à une bonne bagarre. Et puis là, disons les divergences stratégiques s'organisent. Depuis ce matin, on voit un groupe partir vers l'ouest et un autre vers le sud. Donc ça va être passionnant à suivre. En tout cas, dans les prochaines heures, ça va pas être tranquille à bord parce que, qu'on fasse de l'ouest ou qu'on fasse du sud, c'est dans 30 nœuds et c'est dans de la mer.
Ouais, 30 nœuds dans la mer, toi qui l'as vécu sur ces classes 40, j'imagine que c'est peut-être encore moins agréable sur la classe 40 que ça l'est en IMOCA? Moi, c'est des conditions que j'appréciais particulièrement. Ah bon? C'est des bateaux qui sont vraiment incroyables, dès qu'il y a plus de 18-20 nœuds de vent ou voilà, à peu près à toutes les allures, ils sont extrêmement plaisants. Peut-être que là où ils sont un peu plus sages, c'est dans le Titan, mais sinon dans le vent, c'est quand même des bateaux remarquables, on voit des vitesses au près, dignes des IMOCA d'il y a quelques décennies donc pour des bateaux de 40 pieds, c'est vraiment chouette et souvent le plaisir de la vitesse, fait oublier pas mal de désagréments. Chris, parlons juste un petit peu de stratégie. Ça peut être quoi les routes possibles maintenant pour rallier Fort-de-France, hein? On a vu que donc Corentin Douguet et Axel Tréhin ont viré ce matin, font cap nord-ouest, sans doute pour se recaler sur une route plus directe au sud des Açores. Il y en a qui ont l'air de mettre le cap au sud. C'est quoi les différentes options possibles? Ben, franchement, j'avais pas trop fait de routage jusque-là et en regardant ce qui les attendait, j'ai dit: «Mais voilà, il faut à un moment donné, il faut traverser cet anticyclone et aller récupérer les alizés» et j'avais tendance à bien comprendre ce que la partie, sud de la flotte, enfin ceux qui ont l'air de s'orienter vers une option sud faisaient et puis, bah, j'ai fait tourner des routages et c'est vrai que là, bah, j'ai quasiment aucun, même en faisant des routages d'ensemble et cetera, j'ai quasiment aucune route qui va dans le sud. Donc voilà, mon avis, c'est que si ça passe dans le nord, c'est quand je dis ça passe, c'est encore 4 jours de près, hein, quand même. Enfin de près ou de reaching dans de la mer. Bah, ils seront quand même dans une position a priori bien plus favorable que ceux qui essaieraient de franchir la dorsale, au niveau des Canaries. Donc voilà, mais moi ce que je trouve, c'est que c'est ouais, hyper dur parce qu'ils sont repartis de la Corogne, il y a déjà, 2 jours et demi maintenant et ils ont encore 4 jours de près devant eux voilà. Nico a beau dire qu'il aime bien ces conditions, je pense que faire du prêt, en classe 40 dans 30 nœuds, avec, je sais pas combien ils ont de mer en ce moment, mais voilà, on a 4,50 m en ce moment, au niveau de Corentin Douguet et Axel Tréhin. Bon, c'est quand même pas les vacances, quoi. Ouais, on les envie pour Greg, quel est ton regard sur cette flotte? Tu connais peut-être un peu moins les classes 40 que les IMOCA ou les Ultimes. Quel est ton regard sur la classe et sur la Transat en particulier? Bon, c'est une classe qui vit bien, hein. On voit bien avec le nombre de bateaux, le nombre de bateaux récents. Là aussi, il y a une bagarre d'architectes avec des bateaux qui ont chacun leur point faible, leur point fort, mais ça va de plus en plus vite. Voilà, après on voit que bah, oui, les favoris sont aux avant-postes. Sacrée bagarre. Après, quand même penser pour eux, même si on aime bien être en mer, là, ils y passent du temps et dans des conditions quand même bien rock'n'roll. Mais ouais, super bagarre en perspective, ouais. Eh ben, très bien. Ça sera le mot de la fin. Merci Greg, merci Nico, merci Chris. C'était super intéressant de vous avoir. Et pour décrypter cette deuxième semaine de Transat Café L'Or, Greg, on te souhaite un bon voyage à Fort-de-France. Nico, c'est prévu pour quand, toi, le départ en Ah moi Martinique? moi j'y vais pas cette fois-ci. Je vais Tu vas pas je vais pas. pas goûter au tiponche et à la douceur des Antilles, on reste travailler sur, le nouveau bateau de Justine Métro, voilà, qui est en cours de conception donc Ah oui. voilà, il y a toute une partie de l'équipe qui part dès après-demain, je crois. Mais pour le bureau d'études de Bayou Racing, ce sera un hiver en Europe. On n'a pas parlé de Justine justement et Xavier Macaire qui sont 5e et qui font aussi une très bonne Transat Café L'Or. Merci Nico. Chris, quelle est l'actu du côté de Marseille? Et ben, l'actu, c'est, nos activités Marseille, pas mal de séminaires, encore en cette saison, pas mal de confs et puis l'actu, bah, c'est qu'on n'a plus d'Ocean 50 mais on va pas s'arrêter de naviguer là donc on commence à réfléchir à la suite, en monocoque, en multicoque, enfin en tout cas ça il y aura d'autres projets. Eh bien, merci à tous les 3. On vous souhaite une bonne semaine et quant à nous, on se retrouvera mardi prochain pour un 234e épisode de Pause Report. Bonne journée à Ouais, tous. salut à tous et une prochaine fois avec plaisir. Salut tous. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal et n'hésitez pas à le partager.
Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17 h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!